Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tessné, je suis le fondateur de Talent Leaders, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atomic Leaders. Aujourd'hui, on a Karine avec nous. Salut Karine. Salut Romain. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast Atomic Leaders. Alors, on s'est connus dans une vie précédente chez un assureur à Luxembourg. C'est pour ça que je suis content de te recevoir sur le podcast. Et Karine, je voulais parler avec toi aujourd'hui. On va y revenir de ton parcours. Tu es aujourd'hui CEO d'une compagnie d'assurance, mais tu as eu un parcours un peu différent par la transfo, par le projet et tout ça. Et je me suis dit que ça serait sympa d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Si tu es d'accord. Super. Ouais. Le format, alors tu le connais peut-être, ça va durer 30-40 minutes. Tu parles en ton nom propre et pas celui de ta société. En principe, on ne coupe pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'échange le plus authentique possible. Et puis, de donner un maximum de réponses et de solutions à nos auditeurs. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire des réponses qui vont être les plus directes possibles. On puisse traiter un maximum de questions et voir comment on leur donne un maximum de valeur. C'est OK pour toi sur les règles? C'est parfait. Super. Alors, comment tu nous présentes la leader que tu es devenue aujourd'hui? Je ne sais pas si on dit leader, leaduse. On va utiliser les deux. Leader, ça me va très bien. Allez, raconte-nous. Pour en arriver là où je suis aujourd'hui, il s'est passé une trentaine d'années. Hein. Ouais. Et donc, si je remonte un petit peu le fil du temps, j'ai eu la chance de commencer chez Accenture, qui était une super école. Donc là, directement, on est dans le bain de l'excellence. Et puis après aussi des projets d'envergure à l'aéroport de Bruxelles ou aux Pays-Bas. Ensuite, un autre poste à Bruxelles dans tout ce qui était gestion de base de données, tout ce qui est MIS. En tout cas, ça s'appelait comme ça à l'époque. T'étais du côté IT ou business dans ces fonctions-là, toi? Mais justement, déjà à la frontière, donc pas purement IT et pas purement business. Et ça m'a suivi finalement tout au long de la carrière, ce rôle d'interface. Donc après, j'ai migré à Luxembourg pour des raisons privées. Et je me suis retrouvée dans une grande banque où là, j'ai vite compris que ça ne me correspondait pas trop. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de sentir le changement. Et à l'époque, donc quand je parle des années 2000, enfin 98-2000, c'était pas simple. Donc pour pouvoir faire bouger le paquebot de 10 degrés, eh bien, il fallait beaucoup de patience. Et la patience n'étant pas mon fort. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait un revirement à 180 degrés. Ouais. Donc, je suis partie dans le secteur associatif, dans le secteur non marchand, en Belgique. Donc, j'étais responsable d'une ASBL de 200 personnes, plus ou moins. Et donc là, ça aussi était une super école de formation, pas toujours facile. Mais voilà, j'en ai retiré énormément de choses et j'ai vraiment aimé aussi travailler dans un secteur différent du secteur traditionnel financier. Et après, je suis passée dans l'associatif toujours, mais à l'international, donc chez Médecins Sans Frontières. Et alors là, encore une fois, je vais arrêter de le dire, mais c'était un apprentissage incroyable avec des gens aussi formidables. Donc là, la gestion du stress, on l'apprend au quotidien. Et donc, c'est plus une question de chiffres, c'est une question d'approvisionnement de médicaments, etc. Et donc là, j'étais responsable des finances, des projets. Donc, il s'agissait de préparer une sorte de business case à soumettre à nos bailleurs de fonds. Donc, par exemple, l'État luxembourgeois.
voilà, donc on leur expliquait le projet, ce qu'on voulait faire, etc. On obtenait le financement et après, il fallait s'assurer que l'argent était correctement utilisé sur le terrain. Ça impliquait aussi des sortes d'audits sur le terrain, donc en Afrique essentiellement. Voilà, donc dans des situations pas simples. Donc j'ai appris énormément pendant ces 4 ans. Tu avais un rôle de management là ou c'était plutôt un rôle d'expertise à cet endroit-là? Directrice financière. Ok, tu avais des équipes du coup? Enfin, je Oui, connais pas voilà, la taille de j'avais cette des structure. équipes, une petite équipe au siège, Mhm. puisque on essayait de réallouer un maximum de fonds sur le terrain, Mhm. donc dans les pays. Et donc, j'avais chaque fois un responsable financier dans chaque capitale africaine. Ok, Euh, donc voilà, c'était mes correspondants. Donc je les formais, je leur expliquais comment gérer la comptabilité, préparer les rapports financiers, etc. Parce que voilà, si le rapport financier ne tenait pas la route, eh bien on ne recevait pas les fonds. Euh, d'accord. Ouais, donc il y avait un enjeu là-dessus. Et qu'est-ce qui fait qu'après donc après t'es sorti de l'associatif pour aller retourner dans un groupe plus bancaire, c'est ça? non, là, alors j'ai voulu retourner dans le monde un peu plus classique Ouais. parce que bon, l'international comme MSF, ben, c'est pas simple, c'est beaucoup de voyages, etc. Ouais. Euh, Par contre, mon CV faisait un petit peu peur. Ok. Donc, je veux dire que les employeurs classiques du secteur financier, justement, je pense, s'inquiétaient un petit peu de mon parcours. Ah ouais, c'est Euh, marrant. Parce que milieu associatif, c'est ça? Tu mais penses? surtout humanitaire, Ah, ok. euh, MSF, tu vois, un petit peu avec ce côté peut-être anarchiste n'est pas le bon terme, mais Ouais, en en tout tout cas, cas, moins cadré que l'environnement financier luxembourgeois. voilà. Néanmoins, franchement, un niveau de professionnalisme dans ces organisations mais qui n'ont absolument rien à envier Ok. aux entreprises classiques. Ah, c'est intéressant. Euh, on devait justement être irréprochable parce qu'on avait des audits de l'Union européenne et voilà, on devait être vraiment complètement transparent et s'assurer que les fonds étaient correctement utilisés. Et donc voilà, comme je sentais une petite réticence, les gens n'osaient pas y aller, ils étaient intéressés, mais pas vraiment. Enfin, voilà. Et donc finalement, je pense que je peux donner les noms de Oui, oui, mes oui, il employeurs. n'y a aucun problème. Donc c'est Ikea qui m'a donné ma chance. Donc le family, enfin Icano qui est à Luxembourg, qui gère une partie du business de la famille Kamprad. Et eux, justement, est à la recherche de profils un peu atypiques. Ok. Donc, voilà, chez IKEA, on aime un petit peu aller dans la créativité, mais aussi au niveau du management, finalement. Et voilà, je me suis sentie tout de suite très bien, une super équipe. Voilà, donc là, j'avais un rôle aussi international. Donc, j'étais basée à Luxembourg, mais mon scope couvrait les pays scandinaves et l'Asie du Sud-Est. Ok. Tu Euh, voyageais beaucoup? oui. Euh, mais bon, aller à Copenhague, ce n'est pas la même chose que d'aller à N'Djamena. Ouais. Donc, c'était beaucoup plus facilement gérable. Euh, Voilà, et là, mon rôle consistait à déployer une méthodologie de gestion de projet. Ah, ok. Euh, Donc en fait, t'es passé d'un truc qui était plutôt run avant à quelque chose qui était plutôt finalement projet et transversal dans cette expérience-là. c'est ça. En fait, la porte d'entrée chez IKEA, ça a été la mise en place d'un outil de consolidation financière. Donc, Ok. le fil rouge, il est là. Donc, de la direction financière, je suis passée à responsable de la consolidation financière avec la responsabilité de déployer l'outil au Mhm. niveau des filiales. Ok. Et donc voilà, quand ils ont vu comment j'avais géré ce projet, ils se sont dit, ah ben tiens, finalement, on en ferait bien une sorte de méthodologie parce que ça s'était bien passé. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue un peu Madame Projet au niveau du groupe. Ok. Donc, à organiser des formations, à créer un réseau de chefs de projet professionnels, pas des gens qui gèrent des projets on top of
Donc voilà, on a commencé par les projets. Après, on a continué sur la gestion des priorités entre projets, où allouer les ressources, là où elles font le plus de sens en fonction de la stratégie. Et tout ça, toujours en restant avec cette richesse au niveau des employés et du business. Donc, on était actif dans différents secteurs d'activité, l'assurance, le bancaire, le real estate et évidemment le retail avec les magasins. Donc, c'était extrêmement varié. C'était une très, très belle expérience. Et puis après, en fait, j'y suis restée 9 ans. Bon, et comme dans beaucoup de sociétés, ben, il y a des cycles. Et là, on est arrivé à la fin d'un cycle. Centralisation, décentralisation. Et donc, je sentais le nouveau cycle arriver et je ne voyais pas très bien où j'allais pouvoir m'inscrire dans ce cycle. Et c'est comme ça que j'ai rencontré David Brandt dans une conférence. On a donc, David Brandt, le responsable dans la société où je suis aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et le courant est tout de suite passé. Et voilà, il m'a dit, ah, mais non, mais je pense que tu pourrais apporter quelque chose chez nous, etc. Et puis voilà comment ça s'est fait. Je suis rentrée chez mon employeur actuel par la porte. Gestion de projet, gestion application, etc. Avec un côté international, mais beaucoup plus réduit. Donc voilà, et puis je suis toujours 9 ans plus tard. Ouais, alors ce qui est intéressant dans cette dernière expérience, c'est ça, c'est que en fait, tu es arrivé par une porte plutôt projet, après tu as eu un rôle run au niveau opération, puis après tu es passé dans une fonction de transfo avant de devenir CEO. En fait, ouais, cette mécanique-là, en fait, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait que cette trajectoire, elle s'est décidée comme ça? Comment tu l'as pensé, ou est-ce que c'était l'idée? Alors, je ne l'ai pas du tout pensé, donc je ne me suis pas dit à la sortie de l'université, dans 30 ans, je serai CEO d'une boîte d'assurance. Vraiment pas, on me l'aurait dit, je ne l'aurais pas cru. Mais par contre, je me rends compte aujourd'hui que toutes mes expériences m'ont apporté et m'apportent encore quelque chose aujourd'hui. Donc j'ai cette expérience de direction financière, mais évidemment aujourd'hui ça me permet de comprendre un bilan, les ratios, les comptes qui sont importants à suivre, etc. Cette expérience dans la gestion de projets et du changement, on commence d'abord par un petit projet et puis les projets deviennent de plus en plus grands, de plus en plus complexes, transfrontaliers, etc. Et le dernier projet géré pour l'employeur actuel, bien, c'était l'intégration d'une nouvelle société. Donc, je pense que là, on est sur au niveau complexité, c'est difficile de faire plus grand. Donc, voilà. Et finalement, toutes les étapes ont fait du sens et c'était... je me rends compte aujourd'hui que chacune ont contribué à me permettre aujourd'hui d'assumer mon rôle. Voilà, la gestion du stress dont j'ai parlé aussi. Donc aujourd'hui, quand je suis dans une situation un peu tendue, en fait, j'ai pu gérer des situations beaucoup plus compliquées quand j'étais en Afrique, etc. Donc finalement, voilà, je me rends compte aujourd'hui et je suis vraiment... reconnaissante à toutes ces opportunités qui se sont présentées, de m'avoir apporté quelque chose. Ok. Au niveau de ce podcast, on a une orientation sur le leadership à travers toutes ces... En fait, c'est intéressant parce que c'est la raison pour laquelle je trouve cet épisode intéressant, c'est tu as eu des rôles de management dans l'humanitaire, du transversal, du matriciel, du projet, du run, des opérations, etc. Toi qui as eu autant de diversité de rôles de management et de leadership, c'est quoi tes 2-3 grandes convictions que tu t'es forgées là maintenant sur ces sujets du collectif et du management en général? En tout cas, moi, ce qui a toujours été important et ce qui m'a permis d'avancer, c'est d'être en phase avec les valeurs de l'organisation pour laquelle je travaille. Je pense que si on est en brèche ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, etc., je suis convaincue qu'on ne fera pas du bon travail, en tout cas pas sur du long terme.
Donc pour moi, ça c'est important de me sentir à la bonne place. Euh, et je pense que quand on a ce sentiment-là en nous, eh bien finalement on le partage et les gens doivent le ressentir. Ok. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Après, justement, c'est de savoir pourquoi on est là. Mhm. Donc ici, avant de prendre mon dernier rôle, j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est mon moteur? Bon, Mhm. c'est un chouette titre hein, sur le CV, pour moi, c'était une prise de risque énorme d'aller pour le titre. Ouais. Et donc voilà, j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, mais en fait, j'ai envie de faire avancer la boîte, les gens qui y travaillent. J'ai envie aussi de donner une orientation. euh, Parfois, les gens rigolent un petit peu en interne, mais par exemple, tout ce qui est sustainability est important pour moi. Donc, voilà, il y a des éléments clés comme ça qui m'ont permis de prendre la décision. J'ai dit, OK, je prends le défi. Ok. Et donc, voilà, aujourd'hui, je me sens bien à ma place parce que je sais pourquoi j'ai accepté le challenge. Ok. Pourquoi je l'ai pris. Et, et est-ce que dans la façon de gérer les gens et dans la partie managériale et du leadership, est-ce que tu vois des points communs ou des grandes différences à tous ces environnements, c'est-à-dire toute cette diversité de rôles, etc. Comment toi tu mappes un peu c- toutes ces postures que tu as dû prendre à certains moments et à d'autres, ou alors des choses qui se sont recoupées et que tu n'aurais pas pensé, tu vois, entre un rôle de transfo et un rôle dans la partie humanitaire. Est-ce que tu arrives à recouper des enseignements là-dessus? Des points en commun. Ou des grandes différences ou des choses Oui, oui, qui ont oui. Ouais. nécessité que tu t'adaptes? En fait, je me suis rendu compte que parfois on a un petit peu peur. On a peur d'enfoncer les portes parce qu'on se dit non, mais ça ne se fait pas ou c'est pas dans les objectifs de l'organisation. Et finalement, enfin, j'ai eu la chance en tout cas de pouvoir enfoncer ces portes. Bon, au début de ma carrière, j'ai parlé de la grande banque. Là, je me suis sentie impuissante. Bon, j'étais jeune aussi. Ouais. J'avais même pas 30 ans. Et donc, c'est pour ça que je m'y suis pas plu et je n'y suis pas restée. Mais même aujourd'hui, je travaille effectivement dans une boîte d'assurance. On pourrait croire que l'assurance est un peu plus classique. Et en fait, non, je pense que si on a vraiment la niaque, on a l'envie de changer des choses, etc., même dans une société d'assurance, il y a moyen de le faire. Bon, Mhm. évidemment, dans l'humanitaire, c'est naturel, ça fait partie de l'ADN. Euh, mais aussi dans un secteur qui pourrait paraître classique, comme l'assurance. Voilà, c'est ce que... Ok. Donc tu vois, c'est ce parallèle qui est de se dire finalement l'impact, peu importe le secteur, si tu veux l'avoir, tu trouves un moyen d'avoir cet impact. C'est ça que je comprends de ce que tu me racontes. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire Ouais. parce que c'est ça qui me fait avancer. Euh, et j'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer des gens qui m'ont donné cette chance. Ouais. Euh, Bah, à propos de ces rencontres, est-ce que tu as identifié des gens dans ton parcours qui ont été tes leaders, hommes ou femmes, hein, évidemment, et qui t'ont particulièrement inspiré par ces points-là et quelles qualités ils avaient? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à reconnaître sur ton parcours des gens qui t'ont apporté ça? mhm. Bon, On veut des dans noms. On n'est l'humanitaire, pas c'est obligé. sûr, j'ai rencontré des gens brillants. Franchement, c'est pas du tout des clowns. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont polyglottes. Enfin, qui sont et même en étant, par exemple, une fois dans un avion qui était affrété par l'ONU, j'étais avec la responsable du HCR pour toute la région. Cette dame était impressionnante et le pilote lui dit, pour la chambrer un peu, ah, ben c'est vous l'hôtesse aujourd'hui. Et en fait, elle, toute directrice qu'elle est au niveau d'une organisation des Nations Unies, elle a pris le micro et elle a fait l'hôtesse. Et je me suis dit, waouh, euh, voilà, pas se prendre au sérieux. Ok. Euh, et euh, et j'ai retrouvé ça après chez Ikea. On dit souvent que la famille Kamprad est très simple, etc. Mais c'est pas un mythe. Ouais.
Je veux dire, ces gens-là sont vraiment des personnes qui sont restées abordables, avec qui on peut parler de tout, et puis on vient avec une idée, l'énergie, etc. Ils vont écouter. Euh, et justement, ne pas tomber dans le piège du bling bling ou je ne sais pas, enfin du. Oui, oui, Euh, qui pourrait être une tentation quand tu as autant d'argent, effectivement. voilà, exactement. Et je dois dire que j'ai retrouvé ça aussi avec mon manager de ces dernières années. C'est quelqu'un de très accessible, qui est pas du tout dans le show ou euh, et j'aime beaucoup cette authenticité qu'on peut garder malgré une prise de responsabilité énorme. Euh, voilà, donc toutes ces personnes m'ont appris par leur simplicité et de garder cette authenticité malgré euh, Un rôle qui les appelle leur rôle potentiellement à autre chose. exact. Pas qui les appelle ou qui les invite de temps en temps. Ok, ouais, très clair. Euh, 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 dans ton parcours, moi, ce que je vois, c'est, enfin, il y a vraiment deux grandes questions que j'aimerais un peu creuser. La première, c'est finalement, dans une grande partie de tes rôles, tu as quand même enfin, tu étais plutôt en influence and convince sur la partie projet, sur la partie transfo, etc., plus qu'en mandat vertical, autorité, manager, manager. Et donc, du coup, ça m'intéresse d'avoir, parce que tu as quand même développé une méthode et un modèle qui a créé, enfin, qui a servi à créer un protocole. Donc, c'est que tu dois avoir quelques recettes. Comment on fait pour influencer, pour manager des gens quand on n'a pas ce rapport direct et qu'on doit faire du transversal, du projet, etc. C'est quoi ta secret sauce à toi? Alors, en général, je suis convaincue qu'il y a plus d'idées dans 10 têtes que dans une. Et donc, quand je reprends une nouvelle équipe, etc., j'ai vraiment à cœur d'écouter ce que chacun a à me dire, ce que chacun pense, parce que je pense il y a à apprendre, il y a à apprendre de tous. Euh, et donc, et c'est pas juste, bon, je te fais plaisir, je t'écoute. Non, je suis vraiment convaincue que il y a des bonnes idées. Et puis après, évidemment, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais parfois, il y a des consensus qui s'établissent. Voilà, on se rend compte que finalement, la majorité des gens ben, ont plus ou moins la même idée. Euh, et puis, si c'est pas le cas, ben, il y a un moment, évidemment, en tant que leader, on doit prendre la décision pour le groupe. Mhm. Mais en tout cas, je crois que c'est important de montrer aux personnes avec qui on travaille ils ont leur mot à dire. Et même si on ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde, encore une fois. Et donc, dans le cas d'un changement, c'est encore plus vrai parce que si on n'a pas l'adhésion des gens sur le projet, etc., ben, c'est vous à l'échec. Ok. Euh, Donc ça veut mais dire que tu après, travailles ça comment avec une phase préliminaire où enfin, comment arrives à le formaliser en termes d'action? j'essaye, c'est pas toujours facile pour moi, mais de ne pas aller trop vite dans l'action. Ok. Donc, je pense que c'est important d'avoir une phase d'observation. Mhm. Euh, idem dans le rôle que j'occupe aujourd'hui, les premiers mois, voire la première année, j'ai surtout observé, appris, intégré, euh, etc. Donc, je pense que c'est une étape nécessaire. Et pour bien se faire une idée, et puis après, enclencher les changements. Mhm. On a aussi plus de légitimité à amorcer des changements après une phase d'observation parce qu'on vient avec des arguments Mhm. que d'arriver et 2 mois après, on va à gauche. Mhm. Non, je pense que voilà, il faut vraiment comprendre, bah, surtout si l'enjeu est grand, voilà, il faut quand même bien réfléchir donc voilà, phase d'observation, écouter les gens, se faire sa propre idée, son analyse. Après, une fois qu'on a une idée de là où on veut aller, c'est confronter un petit peu cette idée avec des personnes clés. On parle de sounding board. Voilà, pour voir s'il faut encore ajuster à gauche ou à droite. Et puis, une fois que le plan il est clair et on se sent en phase avec, eh bien, il faut y aller.
Ok. Voilà. Les bonnes qualités d'un leader de projet, du coup, dans ces métiers-là. Et après, peut-être, est-ce que c'est la même chose pour une personne qui fait transfo? Donc, ça serait quoi les bonnes qualités ou les choses à travailler si demain, je suis nommé PMO ou transfo, je Mhm, bosse sur mhm. quoi? Ben, c'est de bien comprendre l'enjeu, hein. Mhm. Pourquoi on fait ça, Ok. pourquoi on fait ce projet, et pas que nous, mais aussi le partager avec toutes les personnes qui vont être impliquées et impactées par le projet. Donc, c'est vraiment la justification, finalement, le why. Euh, une fois que ça, c'est clair, il faut identifier les personnes dont on a besoin pour mettre en place ce projet et qui vont aider à la mise en place du projet, les impliquer de manière adéquate, donc ni Mhm. trop peu ni trop, pour ne pas fatiguer les gens, mais pas non plus les exclure. Mhm. Euh, et donc ça, c'est vraiment important, tout ce qui est stakeholder management, c'est primordial même. Euh, donc voilà, on déroule un peu pas le tapis, mais euh, Après, c'est un protocole, oui, oui, de gestion, de rituels et de choses comme ça. oui. En tout cas, ce qui est clair, c'est que il ne faut jamais se lancer dans la gestion du changement du projet si on n'aime pas les gens. Ok. Si on est un solitaire et qu'on préfère travailler sur des dossiers Mon complexes, expertise, ouais. techniques, etc., c'est très bien dans l'expertise, effectivement, mais je suis convaincue, enfin, pour moi, on ne peut réussir que dans la gestion du changement et la gestion du projet si on a voilà, on aime travailler en équipe. Ok. Euh, après, ce qui est vraiment important dans tout ce qui est PMO, c'est de pouvoir passer d'un sujet à l'autre très rapidement. Donc, Mhm. il y a pas deux journées les mêmes, donc on ne sait jamais ce qui va arriver de la journée. Il faut pouvoir rebondir, donc être très souple, flexible, pouvoir gérer aussi, oui, l'imprévu, les risques, les obstacles. Voilà. Enfin, je trouve Ok. ça passionnant, mais Ouais, bah. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de. Et j'ai bien aimé la métaphore que tu as fait tout à l'heure, enfin, la distinction que c'est de dire t'as formé des chefs de projet qui faisaient pas ça on top. En fait, il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles on a l'impression que gérer des projets, c'est une fonction des managers. C'est un truc qu'on leur rajoute on top, alors qu'en fait, Mhm. c'est un vrai métier en tant que tel. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des protocoles. Dans un projet, tout à l'heure, tu as parlé du projet le plus gros que tu as eu à gérer, qui était l'intégration d'une société. Dans un projet de cette taille, qu'est-ce qui fait la différence qu'est-ce qui fait que finalement on se plante pas en le faisant et qu'à posteriori on se dit que ça a été bien fait? Est-ce que tu arrives à, maintenant que tu l'as fait, à évaluer finalement où sont les pots de banane à éviter au départ et quelles sont Mhm. les choses que tu vois à l'arrivée qui te font dire que ça a marché? Alors, ce qui est ultra important, c'est le buy-in du top management. Ok. Si le top management n'est pas là derrière pour soutenir, encourager, communiquer, etc., c'est compliqué. Tu parles du Bon, top là, management de la société qui est intégrée? euh, Enfin, ou du top oui, par management les deux. global? Oui, voilà, ok, Oui, ok. management global. Ouais, ok. Donc là, il faut vraiment un soutien à 200% du top exécutif. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et alors, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'au plus le changement est complexe et au plus il faut de la discipline. Ok. Euh, Parce que si on n'a pas de la discipline, alors on peut dévier, mais très rapidement. Chaque mois, il y a une porte qui s'ouvre à gauche, à droite, etc. Et il faut pouvoir les refermer ou vraiment mesurer, OK, oui, non, mais peut-être que celle-là, elle fait quand même du sens. Mais il faut vraiment mettre un cadre clair pour accompagner ce changement. Et franchement, le niveau de discipline est quasiment proportionnel au niveau de complexité. Ok. Euh, Parce voilà, que tu donc. penses que, en fait, ce que tu dis, c'est que quand il y a de la complexité, en fait, j'ai juste pour bien comprendre, ces portes dont tu parles, c'est quoi? C'est des choses qui sont annexes et qui te font déprioriser ton focus,
ou alors c'est le fait que on veut toujours analyser plus, analyser plus, analyser plus avant de prendre des décisions et que du coup, au bout d'un moment, c'est tellement compliqué qu'on n'y arrive plus et qu'on est bloqué. Ouais, on veut construire la maison, on a les plans, mais après on se dit, tiens, il faudrait peut-être qu'une quatrième chambre ou un Ah, cinquième étage. ok. Euh, Change le et, plan. et- voilà. Et là, il faut vraiment revenir au fondement. Non, mais pourquoi on fait ce changement? Mhm. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin d'une grande maison, on a envie de s'y sentir bien ou euh, donc voilà, il faut revenir chaque fois à l'essentiel, chaque fois qu'il y a une question qui s'ouvre ou un problème qui surgit. Euh, Ok. donc la discipline, ouais, c'est vraiment. Sinon, ça part dans tous les sens et puis Oui, voilà. ça délivre pas à ce que ça doit livrer. Ok. T'as un parcours qui t'a amené à un rôle de CEO par la transfo, ce qui est assez rare finalement. Souvent, c'est des fonctions qui vont plutôt dans les mains des gens qui viennent des opérations ou du commercial. Toi, donc bah du coup, c'est intéressant parce que ça t'amène enfin tout un kit de compétences qui est plutôt différent et complémentaire des choses. Toi, quand tu as pris ce job-là, en fait, quels ont été tes plus gros challenges de leadership, tu vois, de posture, sur quoi tu as dû peut-être te développer? Qu'est-ce qui t'a bien servi? C'est-à-dire sur quoi tu as pu t'appuyer très très fort parce que bah, du coup, tu avais des dominantes très fortes de ton expérience. Enfin, comment tu as géré cette transition-là, ce qui est assez inhabituel, et comment tu vis ça a posteriori? Ouais, le plus gros challenge, c'était peut-être moi-même, Ok. dans le sens que je ne suis pas un pur produit de l'assurance, je ne suis pas actuaire. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment les compétences, entre autres techniques, Ouais. pour prendre ce job? Donc là, on a beaucoup parlé avec mon responsable et puis j'ai suivi une formation. Euh, Ok. mais finalement, sans doute plus pour me rassurer que pour Ouais. vraiment compléter des compétences. Donc voilà, ça c'était la première chose. Aussi, c'est pas toujours facile. Enfin, et encore une fois, je pense que c'est de mon point de vue, hein, Ouais, bien de sûr. prendre des responsabilités par rapport à d'anciens collègues. Ah, ok. Euh, Tu veux dire de devenir manager de gens qui étaient tes pairs avant. Exactement, Ok. voilà. Encore une fois, ça c'est moi qui le ressentais comme ça Ouais, bien parce sûr. que je n'ai absolument pas eu de frein de mes collègues, que du contraire, j'ai eu beaucoup de soutien. Mhm. Euh, Comment tu as géré ça, du coup? Enfin, du coup, à quoi tu as fait attention dans ce truc-là? C'est vrai que c'est pas toujours le cas. Souvent, on prend des directions, peut-être quand on vient de l'externe. Là, c'est un cas particulier. Comment tu as géré ça, toi? Enfin, à quoi tu as fait gaffe? euh, mais je m'entends bien. J'ai une bonne relation avec Ouais. beaucoup de collègues. Tous, c'est peut-être un peu. Enfin, je vois personne en fait, en tout cas, avec qui j'ai des problèmes. Donc, je pense que c'est important d'avoir un bon relationnel Mhm. et pas du fake. Enfin, je veux dire, et justement, quand et c'est arrivé ça, par contre, si on a des visions différentes ou on ne se comprend pas, etc., c'est de directement amorcer le point. Mhm. Et donc, c'est arrivé, effectivement, où on ne se comprenait pas, etc. Et donc, voilà, mais on a pris les choses très rapidement en main et on s'est dit, bon, il faut qu'on se parle. Ok. Ce qui nous permet d'avoir toujours une relation sereine, je trouve. Voilà, c'est un problème, on ne le laisse pas pourrir. Euh, je pense aussi que, voilà, comme j'ai dit, la première année, j'étais plutôt en phase d'observation. Et donc, les gens ont respecté et ça les a peut-être aussi rassurés de voir que je prenais le temps de bien comprendre comment tout fonctionne avant de venir avec une révolution. Que tu as finalement fait comme dans le projet, hein, c'est cette phase d'observation, en fait, tu as réappliqué la même recette, j'ai l'impression. C'est ça que tu Tout dis, à hein? fait. Voilà. Ok. Ouais, 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 ouais. Mais avec une dimension peut-être supplémentaire quand même. Donc ici, c'est un rôle aussi public. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Donc avec les relations avec le monde extérieur. Mhm. Donc ça, c'était une nouveauté.
Mais comme j'aime le relationnel, etc., enfin, voilà, ça s'est bien passé. Après, ça demande du temps. Ouais. Donc, il faut essayer de balancer l'investissement en interne et en externe. Ça, c'est pas toujours facile. Comment tu fais Euh, ça, toi? Comment tu gères ton temps, du coup, dans ce rôle interne, externe, tout ça? Enfin, t'as dû adapter ta façon de t'organiser? Comment tu gères ce truc-là? c'est pas toujours facile parce que je pense que naturellement, en tout cas dans mon cas, j'ai tendance à privilégier l'interne à l'externe. Ok. Je pense, j'ai l'impression que mon rôle est plus important, donc c'est important d'être présent pour les employés, pour les clients etc. Euh, donc j'aimerais passer plus de temps à l'externe, mais voilà, donc c'est un petit peu, C'est un peu le c'est pas challenge. très bien balancé. Mhm. Euh, voilà. Je- Ouais. En tout cas, tu cherches encore des pistes pour mieux équilibrer cette partie-là. Oui. Mhm. Euh, oui. Ouais. Bah là, si tu avais tout fait, c'est dommage. Comment l'autre question que j'avais, c'est au niveau de ce rôle de CEO, parfois, enfin de CEO ou même de dirigeant, ça arrive dans plein de cas, quand tu es promu, de devoir gérer des gens dont tu sais pas faire le métier. Tu parlais, je suis pas actuaire avec ça. Alors tu peux te former, etc. Mais quand il s'agit de quelque chose sur lequel tu n'as pas la connaissance, en tout cas immédiate, et que tu dois décider des trucs, c'est quoi ton processus à toi pour décider quand tu es sur une zone qui n'est pas ta zone d'expertise à toi? Comment tu fais? Mhm. Euh, mais c'est simple parce que quasiment des questions pas journalières, mais ça arrive vraiment, enfin ça arrive souvent. Ouais, Bon, donc d'abord, je prends l'avis auprès des experts. ok. Donc j'ai la chance d'être très bien entourée avec des maîtres dans leur domaine et je leur fais confiance. Donc voilà, donc je demande l'avis aux personnes qui, je sais, ont l'expertise sur le sujet. Je n'en Mhm. prends pas qu'un. Et puis après, sur base de ce que j'entends, ben, je me fais ma propre opinion. Et puis je dis, bon, bah, moi, de ce que j'entends, voilà, c'est le plan B qu'il nous faut. Euh, et puis voilà, je vois s'il y a vraiment une levée de bouclier, etc. Bon, bah, je peux me reconsidérer la position, mais comme j'ai déjà tenu compte de l'avis des uns et des autres, en général, ben voilà. Ok, Encore donc une fois, on peut pas. tu fais un travail plutôt de compromis ou de consensus en amont pour pas avoir une levée de bouclier enfin, a posteriori, quoi. Oui, mais voilà, c'est sur base quand même de l'analyse des experts. Mhm. Bon, c'est quand même important de comprendre de quoi il s'agit, Bien hein, sûr, et ouais. des risques aussi. Donc, il faut mesurer ce risque. Ouais. Mais voilà, toute décision, de toute façon, implique un risque, hein. Mhm. Mais c'est en tenant compte vraiment de l'avis des uns et des autres, et puis après, ma propre opinion. Voilà, il faut accepter on ne peut pas tout maîtriser. Et je pense que si je suis à ce poste, justement, c'est pour vivre cette part de risque, de décision et Ok. voilà, faire en sorte que la société continue, qu'elle soit solide, qu'elle grandisse et qu'on s'y épanouisse. Mhm. Ok. Quand, peut-être une dernière question, tout à l'heure, tu as parlé de. Enfin, j'ai noté que tu as parlé d'impact et de tout est sustainability, ces choses-là. Toi, globalement, en tant que leader, la signature, enfin la trace que tu voudrais laisser ou que tu voudrais mettre, l'impact que tu voudrais avoir, comment tu le qualifierais aujourd'hui? T'aimerais bien. Est-ce que tu arrives à modéliser ce truc-là? Ouah, c'est une question dure, ça, hein, sans préparer. Oui, 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 c'est une question dure. En fait, juste le temps que je réfléchis, en fait, quand j'interviewe, tu vois, des personnes sur ce podcast, j'ai souvent deux typologies de réponses à ces questions-là. Il y a des gens qui ont plutôt une approche où ils se sont créés une signature avec le temps, tu vois, et donc en fait, ils ont réussi à modéliser un truc avec le temps. Et il y en a d'autres qui raisonnent plutôt par
une vision d'un truc rêvé, on va dire, d'un truc qu'ils ont envie de faire, Mhm. ou de faire vivre, ou de tout ça. Et donc, du coup, je me posais la question, toi, dans ce rôle-là, ça serait Ouais. quoi le endgame? Ouais, écoute, euh, euh, bon, quand j'étais jeune, j'étais très idéaliste, hein, c'est pas pour rien que j'ai travaillé chez MSF. Ouais. Et puis je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas sauver le monde. Ouais. Euh, Ok. voilà. Mais néanmoins, j'ai toujours aimé le changement, les projets, et j'aime aussi mon travail aujourd'hui parce que ça me donne l'impression de pouvoir effectivement orienter et changer les choses. Mhm. Euh, Après, par contre, je me vois plus comme un relais Mhm. que vraiment la personne dont on se souviendra dans 20 ans. Ah, ok. Donc, oui, moi non, je me vois comme un relais en espérant que ce relais se passe au mieux et qu'il y a des nouvelles idées qui sont arrivées. Et voilà la touche Karine. Mais encore une fois, la touche, si elle n'est pas partagée, elle va vite s'éteindre. Ouais. Donc, voilà, après, on a déjà bien progressé, je trouve, dans les projets qui me tiennent à cœur. Donc, il y a déjà des changements qui ont été opérés et qui vont continuer et qui ne disparaîtront pas. Euh, voilà, donc j'ai pas une grande ambition pour la postérité, mais Finalement, c'est de se dire, t'as envie de laisser la boîte mieux quand tu partiras que quand tu l'as prise en arrivant, quoi. C'est un peu ça. Je veux que ça soit mieux, ou ah bah oui, différent, ben ou avec plus d'impact. j'espère, mais bon, j'ai reçu en cadeau une société qui allait déjà très bien, hein, donc Ouais, c'est vrai. voilà. Après, il y a des fondations à renforcer, peut-être un petit peu à gauche et à droite, et puis remettre de nouvelles touches justement au niveau sustainability. Euh, et puis donner de la perspective au niveau développement. Mais ça marche bien. Et je pense aussi que si les employés sont heureux de travailler pour notre société, ben, ils contribuent tous finalement au développement de la boîte. Et ceux qui ne s'y trouvent pas, eh bien, ils s'en vont. Mhm. Euh, donc, Ok. voilà. Une signature Je sais pas collective. si... Oui, ça me plaît. Ok, ça marche. On va rester là-dessus. Écoute, merci beaucoup. C'était intéressant. Ce que je retiens un petit peu de tout ça, c'est que finalement, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif d'arriver à des rôles finalement run, enfin en tout cas de passer de rôles de run à des rôles de projet, mais en réalité dans les deux cas, le principal point commun, c'est que ça t'a donné cette capacité à d'abord faire un travail d'amont, de création d'alliances, d'écoute, d'embarquer les gens, etc. Et que ça, en fait, c'est une compétence transposable dans les deux Mhm. mondes. En fait, c'est vraiment ça que je retiens de ce que tu m'as raconté. Mais je rajouterais, il faut absolument avoir la volonté du changement. Ok? Ça, c'est important, enfin, parce que je pense que si, j'avais déjà fait une interview précédente et on me rappelle souvent, oui, statu quo is not an option. J'avais dit ça dans l'interview. Et je ne parle pas que d'un point de vue business, je parle de manière générale. Enfin, moi, le surplace ou la routine, ça m'ennuie. Donc, j'aime bien de faire avancer les choses et il n'y a pas de plus grande satisfaction de voir quand on a changé, qu'on a progressé, qu'on a délivré, et pas tout seul, mais tous ensemble. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette envie au fond de soi de toujours vouloir pas plus, hein, mais mieux. Ok, ouais, j'aime bien l'image. Ok, écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments, c'était intéressant. Est-ce que toi, tu connais un ou une leader francophone à qui il faudrait que je parle sur ce podcast, quelqu'un qui aurait des trucs intéressants à dire sur le collectif, sur le leadership, sur tout ça? Mhm. Bien, si l'idée est de sortir un petit peu du business plus classique, je pense à quelqu'un comme Tanguy Deschamps, qui a une trajectoire, une carrière aussi atypique. Ok. Il travaille aujourd'hui dans l'événementiel.
Et c'est aussi un formidable job parce que on fait en sorte que les gens passent un bon moment, qu'ils repartent après chez eux avec quelque chose aussi en plus et de renforcer un esprit d'équipe. Voilà, donc je trouve qu'il fait un super boulot et Ok. voilà. Bah En vrai, écoute, alors l'invitation est lancée, il faudra que tu me fasses une petite intro quand l'épisode sort et comme ça, bah Tanguy, je serais ravi de te recevoir pour poser des questions qui seront en lien avec justement cette expérience un peu différente qu'on découvrira. Écoute Karine, merci beaucoup, c'était chouette de se retrouver sur ce format, honnêtement. C'était sympa d'en discuter avec toi, je suis content d'avoir fait cet épisode encore avec un profil encore différent. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as donné. merci à toi pour l'invitation. Et puis bah, merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et on espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter l'épisode que nous à l'enregistrer. Donc bah, maintenant, faites votre boulot, likez, commentez, partagez. Et puis bah, merci à tous de diffuser tout ça. Salut, bye bye! Salut!